Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. J'ai retrouvé le mari disparu de ma sœur après 5 ans. Il s'avère qu'il a simulé sa mort, épousé une autre femme et fondé une toute nouvelle famille. Ma sœur Olivia, 37 ans, a toujours été mon rocher, la personne prête à vous donner son dernier dollar si vous en aviez besoin. Son mari, Jacques, 39 ans, était censé être mort dans un accident de kayak sur le lac Supérieur il y a 5 ans. Malgré des recherches approfondies, aucun corps n'a jamais été retrouvé, et tout le monde a fini par accepter la conclusion tragique. Ma femme, Andrea, 33 ans, a été le pilier de notre famille à travers tout cela, soutenant particulièrement la guérison de ma sœur. Ensuite, il y a Diana, 38 ans, la meilleure amie de ma sœur, qui est devenue pratiquement une sœur elle-même pendant ces jours sombres après la disparition. Avant cette révélation, la vie était prévisible, même confortable. Mes journées tournaient autour de l'enseignement de la guerre de sécession à des adolescents et de la correction de copies, tout en essayant d'être là pour ma sœur. Nos dîners familiaux du dimanche étaient sacrés, une tradition née du désir de l'empêcher de se replier sur elle-même. J'ai été témoin de son chemin douloureux, d'une coquille vide d'elle-même à quelqu'un qui pouvait sourire à nouveau, même si ses sourires n'atteignaient jamais vraiment ses yeux. Des années de thérapie, de groupes de soutien et d'innombrables heures de discussion familiale ont lentement reconstruit ce que le deuil avait détruit. Puis il y a eu la conférence sur l'enseignement à Chicago la semaine dernière, un événement que j'avais presque annulé à cause de mon dégoût pour les voyages. C'est drôle comment le destin fonctionne, n'est-ce pas? Si j'étais resté chez moi, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité. Là, j'étais à Millennium Park, tuant le temps avant mon vol, quand la réalité a basculé sous mes pieds. D'abord, j'ai ignoré ça comme un autre faux repérage, similaire aux nombreuses fois où ma sœur avait juré avoir aperçu Jacques dans une foule, pour finir déçu. Mais cette fois, c'était différent, c'était réel. Il se tenait là, vivant et en pleine forme, poussant un bambin sur une balançoire, tandis qu'une femme enceinte l'observait à proximité, sa main posée sur son ventre arrondi. Il dépeignait une image de bonheur domestique, la vie qu'il avait autrefois promise de construire avec ma sœur. Je suis resté cloué sur place, tandis que les souvenirs affluaient. Les nuits interminables à consoler ma sœur, les séances de conseil en deuil, les années passées à la voir lutter pour reconstruire sa vie. Mes mains tremblaient tandis que la bile montait dans ma gorge. Celui dont le visage apparaissait sur toutes ces photos pleines de larmes, encore accroché dans la maison de ma sœur, n'était pas mort. Il avait tout simplement recommencé, semant la dévastation sur son passage. Mes actions suivantes déclencheraient une série d'événements qui amèneraient soit une justice longtemps attendue, soit dérailleraient complètement le processus de guérison de ma sœur. Mais pour comprendre pourquoi j'ai choisi une voie aussi radicale, vous devez saisir l'ampleur de cette tromperie. Car ce que j'ai découvert dans les jours suivants rend la simulation de sa propre mort presque insignifiante en comparaison. Vous savez, ce moment où la rage prend le dessus, et votre corps agit avant même que votre cerveau n'ait le temps de réagir? C'est exactement ce qui s'est passé ensuite. 5 ans de colère refoulée, à voir ma sœur pleurer chaque nuit, à l'aider à surmonter ses crises de panique, tout cela a explosé en un instant. J'ai attendu que la femme enceinte parte chercher de la glace pour l'enfant, et quand elle a disparu de ma vue, je me suis approché de Jacques. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Il était toujours concentré sur l'enfant, complètement inconscient de la tempête qui allait s'abattre sur lui. J'avais imaginé tellement de scénarios dans ma tête, au fil des ans, sur ce que je dirais s'il apparaissait vivant, mais en le voyant là, vivant sa meilleure vie pendant que ma sœur souffrait, toutes ces répliques répétées sont parties en fumée. Tu t'amuses à jouer l'homme de famille, Jacques? La couleur se vida de son visage lorsqu'il se retourna. Pendant un instant, il me fixa, la bouche ouverte comme s'il avait vu un fantôme. C'est ironique, n'est-ce pas? Lui qui était supposé être mort. L'enfant continuait à se balancer, totalement inconscient de la tension palpable dans l'air. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'a même pas essayé de nier quoi que ce soit. Au lieu de ça, il prit l'enfant dans ses bras et s'éloigna, ses yeux cherchant autour de lui comme un animal acculé. Tyler, je peux expliquer, balbutia-t-il, mais j'étais déjà en train de me rapprocher de lui. Expliquer quoi, comment? Comment as-tu pu laisser ma sœur croire que tu étais mort pendant 5 ans? Comment? Elle se sentait coupable de t'avoir laissé partir seul en kayak ce jour-là, ma voix tremblait de rage. Tu te rends compte de ce que tu lui as fait? Il serra son fil contre lui, l'utilisant comme un bouclier, se lâche. Tu ne comprends pas, siffla-t-il, Olivia, elle m'étouffait, toujours en train de vérifier mon téléphone, de remettre en question chaque nuit tardive au travail, de suivre mes déplacements, je devais partir. Tu crois ce type? 5 ans a laissé tout le monde penser qu'il était mort, et il essaie de peindre ma sœur comme la folle. Je l'admets, j'ai perdu patience à ce moment-là.
Je lui ai attrapé le col de sa chemise, il ne se souciait même pas que nous soyons dans un parc public. Il m'a suffoqué. Toi, elle t'aimait, elle te faisait confiance, elle t'a défendu lorsque les gens ont suggéré que tu avais planifié ta disparition. C'est alors que sa femme enceinte est revenue, un cornet de glace à la main, elle s'est figée, prenant en pleine face la scène qui se déroulait devant elle. Jacques, que se passe-t-il? Qui est-ce? Ce n'est rien, chérie, dit-il en me retirant les mains de sa chemise, juste quelqu'un qui me confond avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'on y aille. Mais le regard dans ses yeux me disait qu'il savait que le jeu était terminé. Tandis qu'il reculait avec sa nouvelle famille, il cracha des mots qui me firent bouillir le sang, dit à Olivia quelle est exactement la raison pour laquelle je suis parti. Elle est folle et je ne reviendrai jamais. J'ai une vraie famille maintenant. Il s'éloigna pratiquement en courant, me laissant là, les poings serrés, tandis que des curieux faisaient semblant de ne pas regarder. Je l'observais disparaître dans la foule, mon esprit déjà en ébullition sur ce qu'il fallait faire ensuite. Il pensait qu'il pouvait simplement repartir encore une fois, appeler ma sœur folle et disparaître dans sa vie parfaite. Oh non, pas cette fois. Cette fois, il avait choisi la mauvaise famille sur laquelle jouer. Ce qui s'est passé ensuite allait lui faire regretter d'avoir mis les pieds dans ce parc. Mais d'abord, je devais passer quelques coups de téléphone, parce que parfois, la meilleure vengeance n'est ni chaude ni froide, elle est servie de manière systématique. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais j'avais quelque chose de mieux en tête. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de laisser la vérité exploser et de regarder les conséquences. Et, oh mon Dieu, ça a explosé après la confrontation dans le parc. J'ai fait quelque chose qui allait tout changer. J'ai suivi la nouvelle femme de Jacques. Ce n'était pas difficile, ils ne s'étaient rendus que jusqu'au parking voisin. Je les ai vus se disputer à côté de leur monospace, elle gesticulant violemment, tandis qu'il tentait de la calmer. Lorsque Jacques est allé installer le bambin dans son siège auto, j'ai saisi ma chance et me suis approché d'elle. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos de la maison de ma sœur, leurs photos de mariage, des photos de vacances, le coupure de journal sur son accident tragique. Son visage a traversé toutes les émotions imaginables pendant qu'elle faisait défiler les photos. La nouvelle femme de Jacques, que j'ai appris s'appelait Rebecca, 36 ans, n'a pas seulement été en colère, elle a complètement craqué. J'ai vu ma part de crise émotionnelle en tant que professeur, mais c'était différent. Rebecca s'est mise à crier, là, dans le parking, une main sur son ventre arrondi tandis qu'elle lançait son alliance au visage de Jacques. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a ce type qui rend les femmes complètement folles? D'abord les années de tourments émotionnels de ma sœur, et maintenant la crise totale de cette femme. Les heures suivantes ont été un chaos total. Rebecca a insisté pour venir avec moi rencontrer Olivia, malgré les tentatives désespérées de Jacques pour l'en empêcher. Elle a appelé ses parents pour qu'ils viennent chercher leur fils, puis elle a sauté dans ma voiture de location, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle me parlait de leurs 3 années de mariage, tandis que Jacques se tenait là, impuissant, à regarder sa maison de cartes méticuleusement construite s'effondrer. J'ai appelé Andrea pour la prévenir de ce qui allait arriver. Ma femme, toujours la voix de la raison, a suggéré qu'on devrait peut-être attendre, aborder cette situation plus prudemment. Mais Rebecca était déjà en train de composer le numéro d'Olivia sur mon téléphone, et honnêtement, je voulais voir tout ça brûler. La scène devant la maison de ma sœur était intense. Lorsque nous nous sommes arrêtés, Olivia était déjà sur son Porsche, marchant d'un pas agité comme un animal en cage. Dès que Rebecca est sortie de la voiture, bien visiblement enceinte, ma sœur a lâché un rire qui m'a hérissé les poils. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était le genre de rire qui vous donne envie de faire un pas en arrière. Voilà à quoi ressemble la mort. La voix d'Olivia était étrangement calme. Une nouvelle femme, un enfant, et un autre en route. Vraiment, tu vis ta meilleure vie après la mort, hein Jacques? Rebecca, toujours en pleurs, a essayé de s'approcher d'elle. Je jure que je ne savais pas, il m'a dit que son ex-femme était instable et qu'elle avait des ordonnances de protection contre elle. C'est pour ça qu'on ne pouvait jamais revenir à Minneapolis. Attends, quoi? Des ordonnances de protection? Ma sœur n'avait jamais déposé de telles ordonnances. Jacques n'avait pas seulement simulé sa mort, il avait créé toute une fausse narration sur ma sœur, la présentant comme une sorte de stalker instable. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place et elle dessinait une image horrible. En voyant ces deux femmes, toutes deux victimes des mensonges élaborés de Jacques, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point elles géraient différemment leur douleur. Rebecca était en larmes, prête à tout expliquer, tandis qu'Olivia, elle, il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux, un regard qui me faisait me demander si je n'aurais pas dû écouter Andrea et prendre les choses plus lentement. Il m'a fait croire que j'étais folle, murmura Olivia, plus pour elle-même que pour nous. Toutes ces fois où je pensais l'avoir vu dans la foule, ces moments où je me réveillais en me disant qu'il était encore en vie. Il m'a fait croire que je perdais la tête.
Je suis resté là, regardant ma sœur se transformer, passant de la veuve en deuil à une autre personne. Ses mains se serraient et se desserraient sans cesse, ses yeux semblaient nous regarder à travers nous plutôt qu'à nous. C'était comme regarder une marmite sur le point de déborder, et c'est là que j'ai réalisé que peut-être Jacques n'avait pas complètement tort sur le fait que ma sœur soit dangereuse, non pas parce qu'elle était naturellement instable, mais parce qu'il l'avait rendue ainsi. 5 ans de manipulation mentale, de deuil forcé, de remise en question de sa propre santé mentale, il avait créé exactement ce qu'il prétendait qu'elle était. Rebecca a dû le ressentir aussi, car elle a fait un pas en arrière vers ma voiture. Je pense qu'on devrait tous prendre du temps pour digérer tout ça, balbutia-t-elle, mais Olivia n'écoutait plus. Elle était déjà en train de sortir son téléphone, faisant défiler ses contacts de ses doigts tremblants. Oh, je vais bien le digérer, crois-moi. Je vais le digérer tellement fort qu'il regrettera vraiment d'avoir survécu à cet accident. J'aurais dû l'arrêter là, j'aurais dû lui prendre son téléphone, j'aurais dû essayer de la calmer, mais une partie de moi, celle qu'il avait vue souffrir pendant 5 ans, voulait voir ce qu'elle allait faire. De plus, combien de dégâts un cœur brisé pouvait-il vraiment causer? J'allais bientôt découvrir exactement combien. Vous avez déjà vu les dernières bribes de foi d'une personne dans le système s'effondrer? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque ma sœur a appelé la police, pensant qu'ils allaient enfin l'aider à obtenir justice. Spoiler alerte, ils ne l'ont pas fait. Olivia a mis le téléphone en mode haut-parleur pour que Rebecca et moi puissions entendre la réponse de l'opérateur, un rire, un vrai rire, comme les 5 années de traumatisme de ma sœur étaient-elles une sorte de blague. Madame, vous êtes en train de dire que votre mari, supposé mort, n'est en fait pas mort, et qu'il a maintenant une nouvelle famille. Un autre rire. Avez-vous envisagé que peut-être vous êtes encore en train de faire votre deuil? Je regardais les jointures des mains de ma sœur devenir blanches à force de tenir le téléphone. Je suis en ce moment même face à sa nouvelle femme enceinte, dit-elle entre ses dents serrées. Mon frère l'a trouvé à Chicago, il a simulé sa mort, sans corps, il n'a jamais été légalement déclaré mort. L'opérateur expliqua sur un ton condescendant, celui qui vous donne envie de crier. Donc, techniquement, il est simplement parti. C'est une affaire civile, vous pourriez essayer de demander un divorce. Rebecca, qui pleurait silencieusement sur le canapé de ma sœur, prit soudain la parole. Et moi alors? Il est marié avec nous deux, c'est illégal, non? Il y eut une pause au bout du fil. Vous devrez prouver que le premier mariage est toujours valide, et puisque la présomption de décès existe. La voix de l'opérateur se perdit. Écoutez, vous feriez probablement bien de consulter un avocat pour ça. Olivia raccrocha et lança son téléphone à travers la pièce. Il frappa le mur, juste à côté de la photo encadrée d'elle et de Jacques lors de leur lune de miel. L'ironie n'a échappé à personne. Il pense que je suis folle, murmura-t-elle. Puis, plus fort, ils pensent tous que je suis folle. Elle se tourna vers nous, et je vis quelque chose changer dans ses yeux. Le dernier fil qui la maintenait ensemble se rompit. 5 ans que je suis allé en thérapie à me convaincre que je n'étais pas folle, à sentir qu'il était encore vivant. Et maintenant il rit. Rebecca essaya de se lever, mais sa grossesse rendait ça maladroit. Peut-être qu'on pourrait engager un détective privé. Au moment où ces mots sortirent de sa bouche, je savais que c'était la mauvaise chose à dire. Ma sœur ne voulait pas enquêter, elle voulait du sang. Un détective privé. Le rire d'Olivia était creux. Oh non, 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 non. J'ai fini de jouer selon les règles. Les règles m'ont coûté 5 ans de thérapie de deuil pendant qu'il jouait à la famille avec sa nouvelle femme. Elle commença à marcher, passant ses mains dans ses cheveux. Tu sais ce qu'il y a de pire? Il m'a probablement observé tout ce temps, riant de ma misère, pleurant sur sa tombe vide. J'essayais d'intervenir pour la calmer, mais elle m'interrompit. Tu sais ce qu'il a fait l'année dernière, Tyler? Il a envoyé des fleurs à son propre service commémoratif. Des fleurs? Je pensais qu'elles venaient de sa mère, mais maintenant je parie qu'il les a envoyées lui-même juste pour me perturber. Le visage de Rebecca devint pâle. Il fait ça. Il envoie des fleurs anonymement. Il m'a envoyé à mon bureau quand on a commencé à sortir ensemble. Il a dit que c'était romantique. C'est là que je l'ai vu, le moment où la douleur de ma sœur s'est cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid. Elle se dirigea vers l'étagère et sortit un gros album photo. Tu veux savoir quelque chose de drôle, Rebecca? Chaque fois que je pensais que je perdais la tête, je le documentais. Chaque apparition fantomatique, chaque coïncidence, chaque livraison de fleurs inexpliquées. Le thérapeute a dit que ça m'aiderait à faire face à mon deuil. Elle rit à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de calculé dans son rire. Il s'avère que je ne documentais pas ma descente dans la folie. Je construisais un dossier.
Elle se tourna vers nous avec un sourire qui me glaça le sang. La police ne veut pas m'aider? Très bien. Jacques veut jouer à des jeux. Ok, mais il a oublié quelque chose d'important. Il m'a tout appris sur sa vie pendant nos 7 années ensemble. Ses habitudes, ses cachettes, ses faiblesses, et surtout... Elle sortit une vieille enveloppe de l'album. Ses secrets. J'aurais dû l'arrêter là, j'aurais dû saisir l'enveloppe, j'aurais dû lui rappeler que la vengeance ne ramènerait pas ces 5 années. Mais une partie de moi voulait voir Jacques payer. De plus, qu'est-ce qui pouvait bien être dans cette enveloppe pour être si dévastateur? Comme il se trouve, tout ce qu'on dit est vrai. La vengeance, c'est faire ressentir à l'autre personne ta douleur, mais ce qu'Olivia avait prévu n'était pas simplement une question de douleur. C'était pour faire en sorte que Jacques fasse face à chaque mensonge, chaque moment de souffrance qu'il avait causé, devant tous ceux qui l'avaient trompé. L'enveloppe contenait quelque chose que personne d'entre nous n'avait anticipé. Une invitation à l'anniversaire de mariage des parents de Jacques, célébrant leurs 40 ans de mariage, envoyée à leur ancienne adresse, il y a seulement un mois. Ses parents étaient toujours en vie, toujours à Minneapolis, et n'avaient aucune idée que leur fils vivait une double vie à Chicago. L'invitation avait été renvoyée par les anciens voisins, qui n'avaient jamais déménagé. Olivia murmura, ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. Le parfait fils dévoué qui leur rend visite chaque Noël, envoie des cadeaux à ses nièces et neveux, appelle sa mère chaque dimanche. Ils n'ont aucune idée que leur précieux garçon a laissé sa femme souffrir pendant 5 ans pendant qu'il se construisait une nouvelle famille. Rebecca se redressa. Attends, il m'a dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture il y a 2 ans. C'est pour ça qu'on ne visitait jamais la famille. Sa voix se brisa alors qu'un autre des mensonges de Jacques s'effondrait. Le rire de ma sœur était glaçant. Oh, c'est parfait, juste parfait. Elle se tourna vers Rebecca. Tu veux m'aider à détruire tout le monde dans la vie de ton mari? Le plan était simple, mais dévastateur. La fête d'anniversaire était dans 2 semaines. Les parents de Jacques avaient réservé le même restaurant où ils avaient célébré leur réception de mariage avec Olivia. Toute la famille serait là, oncles, tantes, cousins, anciens amis de la famille. Tout le monde qui avait pleuré la mort de Jacques serait dans une seule pièce. Olivia passa les 2 semaines suivantes à préparer. Elle recueillit chaque morceau de preuve, des photos de Jacques avec Rebecca, leur certificat de mariage, des photos de leur fils, les coupures de journaux sur sa mort, et même des enregistrements des messages vocaux qu'il avait laissés sur le téléphone de ses parents au fil des ans. Sa mère les avait partagés avec Olivia pendant leur deuil. La nuit de la fête arriva. Les parents de Jacques n'avaient aucune idée que leur ancienne belle-fille serait là. Ils l'avaient invitée par gentillesse, se souvenant à quel point elle avait été proche de la famille. Quand Olivia entra, ils l'enlacèrent chaleureusement, lui disant combien elle était courageuse de venir, combien ils étaient fiers de sa force. Puis Jacques entra, exactement comme Olivia l'avait prédit. Il arrivait toujours en retard aux événements familiaux. La pièce se tut. Sa mère laissa tomber son verre de champagne. Son père recula, trébuchant dans une chaise. Mais Olivia ne bougea pas. Elle se contenta de se tenir là, souriant alors que le visage de Jacques se vidait de couleur. Surprise, dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Regardez tout le monde, c'est un miracle, le mort est ressuscité. Ce qui suivit fut un chaos total. Jacques essaya de fuir, mais ses cousins bloquèrent la porte. Il essaya d'expliquer, de dire qu'Olivia était folle, mais elle commença à diffuser les messages vocaux dans le système de sonorisation du restaurant. Ses appels hebdomadaires à sa mère d'IAY la BNDCH c'est chuin sans VNBN la MCH, sitin qu'au VN va mbo esténien. Olivia annonça à la foule stupéfaite, 5 ans. 5 ans à me convaincre que je n'étais pas folle, à sentir que tu étais encore vivant. Tu veux savoir ce qu'il y a de mieux, Jacques? Chaque fois que je pensais t'avoir vu, chaque fois que je sentais que tu m'observais souffrir, je l'écrivais. À chaque fois. Elle sortit son carnet de thérapie et commença à lire à haute voix, date, lieu, tout correspondait parfaitement avec les visites de Jacques à sa famille. Il jouait sur les 2 tableaux, observant son deuil tout en maintenant sa relation avec ses parents. Le jeu cruel ultime. Sa mère pleurait, son père n'osait même pas le regarder, et Jacques, lui, se tenait là, piégé alors que des années de mensonges s'effondraient autour de lui. Ton fils n'est pas mort, adressa Olivia à ses parents, sa voix calme. Il est bien vivant, il vit à Chicago avec sa nouvelle femme et son enfant. Il a juste décidé que je n'étais plus assez bien pour lui, alors au lieu de divorcer comme un homme décent, il m'a laissé penser qu'il était mort, il m'a laissé me blâmer pour sa mort, il m'a laissé m'effondrer pendant qu'il construisait une nouvelle vie. Les expressions sur les visages de tout le monde, l'horreur, le dégoût, le cœur brisé, c'était tout ce qu'Olivia avait voulu. Mais en la voyant dans ce moment, je réalisais que la vengeance ne guérit pas, elle vous transforme juste en quelqu'un d'autre. Et nous allions découvrir exactement en qui Olivia s'était transformée.
Vous savez ce qui est pire que de voir quelqu'un se briser? C'est de voir cette personne se convaincre qu'elle est enfin réparée, pour ensuite se briser encore plus complètement. Après l'explosion à la fête d'anniversaire, quelque chose changea en Olivia. Le rire ne s'arrêta pas, elle continuait de rire du visage de Jacques quand il fut exposé, des larmes de sa mère, de l'expression choquée de Rebecca, mais ce rire n'était pas normal. Il devenait de plus en plus débridé, de plus en plus désespéré à chaque heure qui passait. Cette nuit-là, après que tout le monde ait quitté le restaurant, Diana m'appela paniquée. Olivia était arrivée chez elle à 3 heures du matin, toujours dans sa robe de soirée, délirant sur le fait qu'elle devait finir le travail. Elle était convaincue que Jacques la suivait, qu'il l'avait observée à travers ses fenêtres pendant les 5 dernières années, que chaque homme ressemblant à lui dans la rue était en fait lui déguisé. Tyler, elle me fait peur, chuchota Diana au téléphone. Elle dit sans cesse qu'elle aurait dû mourir, plutôt que de le laisser gagner, qu'elle est peut-être déjà morte et que tout ça n'est qu'un cauchemar. Andrea et moi nous précipitâmes chez Diana. Nous la trouvâmes dans son jardin, déchirant ce qu'elle prétendait être des photos de surveillance que Jacques avait prises d'elle au fil des ans. Mais ce n'étaient que des photos ordinaires de son téléphone, des clichés d'elle faisant ses courses, marchant dans le parc, des moments de la vie quotidienne, qu'elle avait transformés en preuve de harcèlement. Tu ne vois pas, répétait-elle en secouant la main en déchirant une autre photo. Il a orchestré tout ça, les fleurs au mémorial, les appels étranges, les ombres dehors à ma fenêtre. Il voulait que je pense que j'étais folle. Sa voix monta jusqu'à un cri, eh bien, qui est folle maintenant, Jacques? Qui est folle maintenant? C'est alors qu'Andrea intervint, sa voix douce mais ferme, Olivia, ma chérie, quand as-tu dormi pour la dernière fois? La réponse de ma sœur fut un rire qui me glaça la peau. Dormir? Pourquoi devrais-je dormir quand il est là dehors à regarder, à attendre? Il rit probablement en ce moment, pensant qu'il a encore gagné, mais je vais lui montrer. Je vais leur montrer à tous. Elle sortit son téléphone et commença à composer des numéros au hasard dans son carnet de contacts, essayant de dire à tout le monde que Jacques avait mis en place un réseau de surveillance. Lorsque Diana tenta de lui prendre le téléphone, Olivia devint hystérique, l'accusant de faire partie du complot de Jacques. En la regardant à ce moment-là, je compris enfin ce à quoi ressemblait un véritable chagrin. Ce n'était pas la veuve pleurant lors du service commémoratif 5 ans plus tôt, ce n'était même pas la femme vengeresse à la fête d'anniversaire, c'était ça. Voir l'esprit de quelqu'un se briser sous le poids de trop de trahison, de trop de manipulation, de trop de mensonges. Andrea fut celle qui appela. En tant qu'infirmière, elle reconnut les signes d'une rupture psychologique. Lorsque l'ambulance arriva, Olivia ne résista même pas, elle continua de rire, racontant aux ambulanciers le plan élaboré de Jacques pour la rendre folle pendant 5 ans. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle, alors qu'il l'aidait à monter sur la civière. Il voulait que tout le monde pense que j'étais folle, qu'il ait passé 5 ans à me faire douter de ma propre santé mentale, et maintenant je le suis enfin. Elle me regarda, des larmes coulant sur son visage, mais ce sourire perturbant ne s'effaça jamais. Il a gagné, Tyler. Il a enfin gagné. La rétention psychiatrique fut initialement pour 72 heures, mais les médecins la prolongèrent. Ils diagnostiquèrent un PTSD sévère, compliqué par ce qu'ils appelèrent une rupture psychotique, déclenchée par un traumatisme émotionnel extrême. 5 ans de manipulation mentale, de remise en question de sa propre réalité, avaient finalement eu raison d'elle. Je pensais que révéler la vérité sur Jacques apporterait la paix à ma sœur, mais au lieu de cela, cela brisa ce qu'il restait d'elle. Et alors que je m'assoyais dans la salle d'attente stérile de l'unité psychiatrique, la regardant à travers la fenêtre d'observation, je réalisais quelque chose de glaçant. Parfois, la vengeance ne détruit pas seulement votre cible, elle vous détruit aussi. Mais cette histoire n'est pas finie, car ce qui se passa ensuite ferait remettre en question tout le monde, qui était la véritable victime. On dit que l'on ne sait pas ce que l'on a avant que ce soit parti, mais parfois, ce qui est parti n'est pas simplement disparu, c'est transformé en quelque chose d'inreconnaissable. 2 mois après l'arrivée d'Olivia à l'établissement psychiatrique, Jacques arriva. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements froissés, un contraste frappant avec l'homme bien mis en famille que j'avais vu au parc. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Je dois la voir, implora-t-il dans le couloir de l'hôpital. Rebecca est partie avec notre fils, mes parents ne veulent plus me parler, j'ai perdu mon travail, je dois réparer les choses avec Olivia. Une partie de moi voulait le frapper sur le champ, mais le regard brisé dans ses yeux m'arrêta. Il avait tout perdu, tout comme il avait fait perdre tout à Olivia il y a 5 ans. Une justice poétique, je suppose. L'infirmière nous conduisit à la salle d'observation. À travers la vitre, nous pouvions voir Olivia assise dans l'espace commun, triant méthodiquement et réarrangeant une pile de papier blanc. Elle faisait ça depuis des heures chaque jour, prétendant organiser des preuves. Jacques posa sa main contre le verre. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?»
Sa voix se brisa. Ce n'est pas mon Olivia, ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Lorsque nous entrâmes dans la pièce, Olivia ne leva même pas les yeux. Elle continuait de trier ses papiers blancs, marmonnant des dates et des numéros sous son souffle. Jacques s'agenouilla près de sa chaise. Liv, c'est moi. Je suis désolé, je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que tu n'as jamais été folle. Tout ce que tu suspectais était vrai. J'étais là, observant, parce que je n'ai pas pu lâcher prise, parce qu'en dépit de tout, je t'aimais encore. Olivia tourna lentement son regard vers lui, un instant je vis une lueur de reconnaissance dans ses yeux, puis elle sourit, ce sourire vide qui était devenu sa nouvelle normalité. Tu veux voir mes preuves? J'ai tout organisé, chaque fois que tu es morte, chaque fois que tu es revenue, chaque fois que tu m'as vu m'effondrer, je l'ai tout documenté. Elle leva un morceau de papier blanc. Regarde, tout est ici. Jacques recula comme s'il avait été frappé. Liv, ces papiers sont vierges. Non, 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 elle secoua la tête, soudainement agitée. Les preuves sont invisibles parce que tu les as rendues invisibles. Tu as rendu tout invisible, tu t'es rendu invisible, tu m'as rendu invisible. Elle éclata de rire, un rire glacial. Mais je vois tout maintenant, je vois tout. Il tenta de lui prendre la main, mais elle la tira brusquement, ne touche pas à mes preuves, tu les feras disparaître comme tu as disparu. Sa voix monta dans un cri strident, ce qui fit qu'une infirmière accourut vers eux. Je pense que vous devriez partir, dit fermement l'infirmière, déjà en train de saisir le médicament contre l'anxiété qu'il gardait prêt pour les crises d'Olivia. Alors qu'il conduisait Jacques dehors, Olivia l'appela après lui, sa voix soudainement claire et froide, tu voulais que je sois folle, Jacques. Félicitations, tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Là, debout, regardant ma sœur retourner à trier ses papiers blancs, tandis que l'homme qui avait détruit sa vie était escorté dehors, je compris quelque chose de profond. On ne peut pas réparer un miroir brisé en s'excusant auprès de son reflet. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être remises ensemble de la même façon. Jacques s'arrêta à la porte, se retournant une dernière fois pour regarder la femme qu'il avait brisée. Je l'ai vraiment aimée, tu sais, murmura-t-il. Je le regardais s'éloigner, les épaules affaissées, défait. Il était venu chercher le pardon, une chance de réparer ses erreurs, mais à la place, il trouva les conséquences de ses actes, écrites dans des papiers blancs et des preuves invisibles, dans des sourires brisés et des esprits fragmentés. Parfois, la pire punition n'est pas de perdre tout ce que l'on a, mais de devoir vivre avec tout ce que l'on a fait. La femme qui trie des papiers blancs dans l'unité psychiatrique n'est plus ma sœur, pas vraiment. L'Olivia lumineuse et aimante est morte il y a 5 ans dans le lac supérieur, aux côtés des mensonges d'un homme qui a choisi la façon la plus cruelle de mettre fin à un mariage. Ce qui reste est un avertissement sur la distance à laquelle quelqu'un peut aller pour fuir ses engagements et combien de dégâts un simple mensonge peut causer lorsqu'on lui permet de grandir pendant des années. On dit que le temps guérit toutes les blessures, mais certaines blessures ne guérissent pas. Elles nous transforment en quelqu'un d'autre, complètement. Et parfois, c'est un destin pire que la mort pour tous ceux qui sont impliqués.